Christine. Voilà, on a entendu le bruit caractéristique. Nous sommes donc enregistrés. Nous sommes parés pour la postérité. Et qui sommes-nous? Eh bien, Christophe et Ludovic. Ludovic, moi j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans des grandes entreprises. J'ai opéré un changement de carrière puisque je me suis dit que ma nouvelle carrière, j'avais envie de la mener dans l'éducation. Donc c'est vraiment mon secteur de cœur. Et depuis maintenant 2019, j'ai créé Autrement Formation. J'ai écrit un livre aussi qui était un mini rêve que j'ai réalisé grâce à Dina Scherer aussi qui fait partie de la communauté des praticiens et praticiens narratives. Et comment je me définis? Eh bien, entrepreneur, auteur et formateur. C'est bien qui est aussi ma pratique quotidienne, c'est de former, d'accompagner des gens sur de la prise de parole, sur du leadership, sur du management, majoritairement dans des grandes entreprises, donc Leroy Merlin, Cartier, Orange. Et j'ai déjà formé 8000 personnes depuis 2019. Et ça continue. Et la pratique narrative m'a vraiment on va dire, ouvert les yeux sur une autre façon d'accompagner. Vous avez compris que le claim de mon entreprise, c'était autrement. J'utilise beaucoup d'improvisation théâtrale, de théâtre, et j'avais envie de faire autrement. C'est un peu mon côté rebelle de la forêt. Et les pratiques narratives m'ont apporté aussi cette vision de faire autrement. Donc c'est cette saveur. Et j'ai la chance de partager finalement l'animation des pratiques narratives à Toulon avec Christophe. Donc Christophe, je te laisse parler, mais ce que Ouais, j'aime chez Christophe, c'est qu'il vient d'un secteur très différent. Et aussi, ça croise les regards, et c'est bien ça, cet avantage aussi des pratiques narratives, c'est de croiser les regards et de partir avec des nouvelles façons de faire. tout à fait. Et en fait, alors pour me présenter, moi, je suis Christophe Peffer. Ça fait 30 ans que je suis infirmier. Je travaillais depuis toujours, toute ma carrière, je l'ai fait en psychiatrie. En 2007, j'ai pris une voie parallèle à mon métier d'infirmier où j'ai fait une formation en coaching professionnel, comme peut-être certains d'entre vous aujourd'hui. Et j'ai commencé cette voie de l'accompagnement individuel et collectif aussi en parallèle de mon métier. Mais il y a maintenant 4 ans de ça, j'ai pris un poste de cadre de santé au sein de ma structure. Du coup, j'ai re-axé mon travail, en fait, ma carrière autour de ce métier de cadre de santé. Mais ça faisait partie un peu de ma négociation avec ma direction. Je voulais garder quand même le contact avec les patients et surtout garder l'accompagnement que j'avais depuis pas mal d'années. Et de fait, mon dernier cadre de référence, alors je me suis formé bien sûr à X cadres de référence depuis le temps, mais le dernier cadre de référence qui pour moi a été vraiment un grand changement dans ma façon d'accompagner, c'est justement le cadre de référence des pratiques narratives. Pourquoi? Parce que elle a une source thérapeutique au départ. C'est-à-dire que Michael White, on va le voir après, était thérapeute familial. Du coup, c'est quelque chose qui me parlait énormément. Et aussi, et ça on va le voir un peu aujourd'hui, dans la posture qui me parlait avant même d'avoir commencé les pratiques narratives. Du coup, je me suis lancé là-dedans et j'ai bien vu que ça faisait complètement la différence dans ma façon d'accompagner, comme il disait Ludo. Donc aujourd'hui, ben, je suis cadre de santé dans ma clinique, toujours la clinique dans le sud de la France, à côté de Cannes. Et en parallèle de ça, j'accompagne des patients en thérapie narrative. Donc c'est en ça qu'avec Ludo, on est vraiment très complémentaires. Il y a la partie entreprise, corporate, coaching, consultant pour Ludo. Et moi-même, c'est toute la partie thérapeutique. Et on arrive à associer ça parce que les pratiques narratives, justement, se prêtent vraiment, vraiment à cette association-là. Et alors, parce qu'on va vous le demander sans doute, et peut-être que vous vous posez la question, c'est quoi les pratiques narratives? C'est pas facile de le définir. Donc on s'est mis d'accord avec Christophe pour avoir une définition commune. Notre définition, c'est une façon de se raconter autrement que par l'angle du problème. Et on va le voir parce qu'en fait, vous, j'imagine, vous êtes formateur, DRH, accompagnateur, formateur, coach enfin thérapeute de tout acabit. En fait, l'idée, c'est que les gens se définissent souvent par le problème. Et c'est aussi pour ça que Michael White et David Epstein, qui sont les deux pères fondateurs de la pratique narrative, on va les voir tout à l'heure, bah, cette définition, c'est comment on se raconte, parce que les récits sont puissants. Vous le savez d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a fait cet icebreaker sur raconter le héros de votre enfance, parce qu'on se définit par les histoires qu'on se raconte. Des histoires à problème, parfois. Je suis timide, j'arrive pas à prendre la parole, je suis un mauvais manager, j'arrive pas à embarquer mes équipes, on n'arrive plus à innover dans mes équipes. Toutes ces dimensions qui sont un peu
problématique. Donc, les problèmes recrutent et les problèmes sont souvent là dans les organisations et dans le paysage identitaire. On va en parler tout à l'heure. Et à l'inverse, il y a des histoires qui sont des histoires, on va dire, des contre-histoires, des récits alternatifs qu'on cherche à faire grandir. Et c'est bien ça tout l'enjeu de la pratique narrative. Alors, je vous ai mis en appétit, on va le voir encore plus. C'est quoi le sommaire de la journée? Enfin, de la journée. Non, non, Ouais, de l'heure, hein, parce de que là, je suis notre parti art. pour la journée. On va faire Le une toute paradoxe. On va faire, oui, le paradoxe apparent. En fait, on va voir un peu, parce que qui dit posture décentrée et influente, ça veut dire que potentiellement, il y a d'autres postures qui existent. Et on va essayer de les voir un peu, les autres postures possibles qui existent hein, dans le champ de l'accompagnement ou autre. Après, on va faire un petit focus, de fait, hein, sur le sujet du jour. En premier, sur la posture décentrée, qui est, voilà, le sous-titre, ce serait un art de l'ignorance volontaire. Et la posture influente, celle souvent qui pose question, en fait, qui suscite du questionnement et de l'interrogation, surtout par rapport à des accompagnants qui sont déjà dans le métier, dans le milieu. Et on va voir un peu que c'est une forme d'architecture de conversation. On va voir à quoi ça consiste. On va faire un petit exercice interactif pour illustrer un petit peu tout ça. Et enfin, on aura bien sûr toute une partie avec vos questions auxquelles on pourra répondre, je l'espère, et de vous présenter un peu la formation dans son ensemble. Très bien. Et puis notre idée aussi, parce qu'on a préparé cette séquence, on l'a fait régulièrement, donc vous pourrez revenir pour d'autres finalement webinaires, mais c'est aussi de vous donner quelques outils. Donc la posture décentrée et influente pour nous, elle est essentielle. Donc se re-questionner sur la posture, je pense que c'est très important dans tout, qu'on soit manager, leader, mais aussi accompagnateur. Donc c'est bien ça. Et puis vous allez voir, la pratique narrative, les pratiques narratives, elles sont très riches. Elles sont très riches de tout ce qui est aussi socle théorique. Donc Michael White, David Epstein, on va pouvoir en parler. Alors peut-être tout le monde n'est pas en mute. Merci de vous muter si vous voulez bien, comme ça permet d'avoir une fluidité. Vous aurez la parole tout à l'heure. Et alors pourquoi? Déjà, pourquoi la posture décentrée et influente? Et ben là, je vous incarne Sophia Moutien, qui est une personne que j'ai accompagnée chez Leroy Merlin, qui est directrice de magasin de Leroy Merlin Madeleine maintenant. Eh bien, elle a arrêté son accompagnement avec moi lorsque j'ai commencé ma structure Autrement Formation. Elle m'a pas donné de raison. Elle m'a jamais vraiment dit pourquoi elle avait arrêté son accompagnement. C'était un accompagnement prise de parole. Et en fait, bah, la posture, ça compte. C'est-à-dire que quand on est accompagnateur, accompagnatrice, eh ben, cette posture décentrée, influente, cette double écoute qu'enseigne la posture narrative, c'est aussi une posture de se dire la personne est experte de sa vie. Et je pense que j'ai pas assez considéré que Sophia était experte de sa vie, experte de sa prise de parole. Et finalement, ça a abouti à une rupture de cet accompagnement. Et nos clients, patients, ne nous diront pas forcément pourquoi. Donc avec Sophia, on avait une relation de confiance, je l'ai connue dans une autre vie professionnelle. Plusieurs mois après, elle m'a dit, bah, je me suis pas senti, j'avais l'impression que j'étais pas au bon endroit, que j'étais pas finalement, que j'étais pas capable de bien prendre la parole dans cet accompagnement. Donc c'est aussi pour ça que ça a arrêté. Et donc moi, je me suis posé la question après cet accompagnement, comment je peux faire différemment? Autrement, formation, c'est mon claim. Et c'est là aussi où j'ai découvert les pratiques narratives. Et ce qui m'a plu, c'est aussi cette posture d'humilité qu'on a dans l'accompagnateur, de dire l'expertise, c'est la personne qui vient nous consulter, qui vient nous demander, qui vient nous poser la question, qui l'a en fait. Et on va voir, c'est bien tout l'enjeu de la posture décentrée et influente, c'est comment on arrive à distiller, on va dire, ramener la personne sur le rivage, donc l'aider sans finalement lui dire ce qu'elle doit faire. Et on va le voir, c'est un équilibre subtil. Je pense que vous êtes convaincu sur le pourquoi. Maintenant, sur les praticiens narratifs, peut-être, Christophe, tu veux bien nous dire qui sont Michael White et David Epstein? Oui, ben en fait, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, c'était issu quand même des thérapies, parce que Michael White était thérapeute familial et David Epstein travailleur social. C'est-à-dire que ils ont aussi, ils se sont inspirés, on va le voir dans la slide d'après, de pas mal de figures d'influence hein, qui ont modelé le socle de leur pratique. Et l'idée, en fait, elle se décline en quatre points de leur intention de fonder cette méthode, ce cadre de référence. C'est surtout de redonner en priorité une voix aux minorités silencieuses. C'est-à-dire qu'elles puissent justement
se raconter et s'identifier autrement que par quelque chose de l'ordre de la stigmatisation. Accompagner les personnes en souffrance, donc ça, bien sûr, le problème des personnes en souffrance, il prend très souvent beaucoup de place dans leur vie. Et dans mon quotidien, c'est ce que je vois depuis de nombreuses années. Restaurer les identités abîmées, la dignité, parce que très souvent les problèmes, ils ont cette l'une de leurs caractéristiques justement, c'est de saboter la dignité, justement, que les personnes s'auto-stigmatisent au bout d'un moment. C'est que non seulement il y a une stigmatisation de la peut-être la société, de leur entourage, etc., mais au bout d'un moment, ils arrivent même à s'auto-stigmatiser. C'est-à-dire que le problème étant tellement présent dans leur vie qu'ils s'identifient complètement à ce problème et ils pensent que c'est eux le problème. Et de fait, l'objectif de tout ça, et l'objectif des pratiques narratives au sens large, c'est de permettre aux personnes de redevenir auteurs et autrices de leur vie. Et en regagnant quelque chose qui fait vraiment sens dans l'accompagnement en général, hein, pratique narrative ou pas, c'est le fameux pouvoir d'agir, l'empowerment pour ceux qui connaissent. Et vraiment, les pratiques narratives s'axent autour de cette intention-là. Bon, vous voyez, les photos sont un peu vintage, mais d'ailleurs, Michael White et David Epstein sont des psychologues qui sont des travailleurs sociaux et qui se sont dit, en fait, nous, on a mis à jour des choses qu'on a envie de transmettre. Et donc, c'est ça aussi la saveur des pratiques narratives. Ce sont des psychologues à la base, ils ont développé des protocoles et leur idée, vous l'avez compris, c'est de redonner effectivement cet empowerment et ce pouvoir d'agir aux gens. Donc, on continue. Vous allez en savoir plus. Donc, les figures d'influence, parce que c'est ça, moi aussi, qui m'éclate dans les pratiques narratives, c'est que bah, il y a de quoi nourrir son intellect, parce qu'il y a des Jacques Derrida, la déconstruction, je pense que vous connaissez, c'est quand même des sommités en termes de socle théorique, et ils ont contribué aux pratiques narratives. Jérôme Brunner, pourquoi avons tant besoin de nous raconter des histoires? Tous ces gens ont contribué aux pratiques narratives. Donc, il y a du cérébral, et puis il y a aussi de l'action, parce qu'en fait, comment on fait pour accompagner les gens quand ils sont en difficulté? Donc, ces penseurs contribuent à agir après et accompagner les personnes. Donc, on vous a mis quelques figures d'influence. Il y a aussi la bibliothèque des pratiques narratives qui existent. Je vous engage à y jeter un œil parce que c'est vraiment d'une grande richesse. Principe fondamental, on ne peut pas vous laisser partir de cette heure sans au moins savoir ça. Ce qui nous guide dans la tempête, c'est ce qui change tout, en fait. La personne, c'est la personne. La personne n'est jamais le problème. Parce que les pratiques narratives sont des pratiques identitaires. Donc, on va aller chercher l'identité de la personne. Et ce qui nous aide beaucoup au quotidien dans la pratique narrative, c'est de se dire que la personne n'est jamais le problème. Donc, quand on dit je suis timide, ben non, c'est pas je suis timide, c'est essayer d'externaliser un peu et d'essayer de faire en sorte que la personne, elle se dissocie de ce problème. Il y a un problème. Donc, ça peut être Ludovic, il est, je sais pas moi, rempli d'énergie, plutôt que Ludovic, il y a de l'agressivité. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui, on essaye de dissocier le problème de la personne et pas d'amalgamer. Et ça, c'est aussi une posture qui change tout. Euh, et même que ce soit en entreprise ou dans le secteur médical, comme peut l'exercer Christophe, ça nous permet aussi de se dire, ah, là j'entends un problème, mais on va pas stigmatiser la personne, on va essayer de la redignifier. Bah, c'est en fait ce dont on parle, c'est vraiment du regard qu'on porte sur l'autre. Et c'est Dina qui a une belle formule par rapport à ça, Dina Scherer, qui dit que qui parle de ce regard-là comme l'œil d'amour. En fait, c'est l'idée de l'œil d'amour, c'est de voir vraiment derrière ce que le problème veut nous montrer de la personne. Et quand on va s'intéresser à ça, du coup, grâce à cette posture décentrée et influente, quand on va s'intéresser à qui est la personne et avec toutes les questions qu'on va lui poser, ben, elle-même, au bout d'un moment, et c'est un peu l'intention, hein, elle-même va voir justement, va se rappeler ou elle va remettre un petit peu d'éclairage sur des parties d'elle-même qu'elle aurait peut-être oubliées ou qu'elle minimise ou que le problème lui cache. Et c'est tout l'enjeu justement du questionnement narratif pour aller explorer ces zones-là. Donc oui, le problème, c'est le problème, la personne, c'est la personne, et la personne n'est pas le problème.
Merci. Alors, j'ai cliqué compulsivement sur les slides, j'ai essayé de me calmer. La posture de rivage, c'est quoi? En fait, c'est ça aussi une autre métaphore, parce que les pratiques narratives sont riches de métaphores. Quand la personne a un problème, que ce soit en coaching individuel, en coaching collectif d'équipe, parfois quand on dit une équipe me dit je suis plus capable d'innover, on ne sait plus innover. Ça arrive. Mais en fait, la posture, c'est d'emmener la personne sur le rivage. Et donc, c'est David Denborough qui est aussi un penseur des pratiques narratives et qui a cette posture, c'est-à-dire que notre rôle, praticien, praticienne narrative, c'est de sortir la personne du torrent ou du fleuve pour essayer de l'amener sur le rivage, sur un endroit plus confortable, pour repenser à ce problème et trouver, elle, les ressources qui vont lui permettre de s'en sortir. Et donc ça peut être de tout type, hein. Ça peut être, comme je vous disais, des choses sur la timidité pour la prise de parole. Ça peut être plus identitaire encore sur je suis pas un bon manager. Ou ça peut être, comme Christophe l'exerce, des cas où ça apporte vraiment du soin aux patients. Le paradoxe apparent, Christophe, sors-nous. Oui, oui, ce paradoxe. Ah ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, parce que quand on parle de posture décentrée et influente, ça veut dire que potentiellement il existe d'autres postures. Donc là, décentrée influente, si on regarde un peu toutes les possibilités, il y a quatre possibilités en tout, dont celle-là de posture décentrée influente. Et ce que je vous propose, alors petit disclaimer quand même, là ce que je vais vous proposer, c'est un peu caricatural. C'est-à-dire que les choses sont parfois, enfin, très souvent beaucoup plus nuancées. Donc là, d'un point de vue pédagogique, je vais être assez caricatural dans ces différentes postures, mais c'est pour qu'on puisse bien comprendre, voilà, qu'on puisse bien marquer les territoires et qu'on puisse mieux le comprendre. Alors, il y a une première approche qui est plutôt dite diagnostique, hein, on peut le voir. Je peux même le voir moi dans mon quotidien avec les médecins, avec ou des consultants qui vont dans des entreprises pour suite à des missions bien spécifiques. Du coup, ces approches sont plutôt centrées, c'est-à-dire que il y a une forme de posture sachante et de poste de diagnostic sur ce qu'ils observent avec différents symptômes, etc. Donc, il y a une posture centrée sur le savoir que la personne sait et influente dans le sens où, ben, OK, en fonction de ce que je diagnostique, ben, je prescris quelque chose. Tu as ceci, tu as cela. J'observe ceci, j'observe ce dysfonctionnement-là. Ben, du coup, je conseille en disant, ben, maintenant, à partir de maintenant, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc là, c'est une approche plutôt diagnostique, où là, on est donc centré et influent. Ensuite, on a une deuxième option, c'est plutôt l'approche dite analytique, où on retrouve ça dans certains types d'accompagnement, exemple en psychanalyse, hein, la posture du praticien, à ce moment-là, elle est décentrée, c'est-à-dire que là, bien sûr, on est décentré de nous-mêmes, hein, on ne se positionne pas en tant que sachant, et on est non influent, c'est-à-dire que là, ben, voilà, dans certaines approches, il y a l'écoute, il y a l'accueil de ce que le patient ou le client amène, mais il y a une restitution de ce qui se dit, mais il n'y a pas forcément de travail d'accompagnement. En étant, on va le voir après, qu'est-ce que ça veut dire être influent? Donc, le praticien reste en retrait en ce moment-là. Ça, c'est une autre approche qui peut aussi se suffire à elle-même hein, dans certains cas. Ensuite, on a un autre type de posture qu'on peut rencontrer préférentiellement avec des gens qui nous sont proches, avec des amis, où là, ben, on peut être aussi centré, donc sur ce que, admettons, le problème qui nous est partagé par notre ami nous renvoie à nous-mêmes, par rapport à notre propre cadre de référence, par rapport à notre propre vie. Donc là, on est plutôt centré sur, alors, ok, on écoute, mais on est centré sur notre propre histoire, et on peut être influent dans le sens où on lui donne des conseils, c'est-à-dire, ah ben, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Et enfin, c'est là où la posture narrative, elle s'inscrit un peu dans un autre paradigme, c'est la fameuse posture décentrée et influente. Et c'est ce qu'on va voir, on va les détailler, les deux situations, les deux types d'éléments de cette posture-là. Alors, posture décentrée, bon, ça du coup,
il y a des accompagnants dans la pièce, hein, dans le Zoom, il y a déjà des choses que vous connaissez par rapport à ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le client ou le patient, il est au centre de l'accompagnement. Hein, c'est la personne, comme disait tout à l'heure Ludo, c'est la personne qui est l'experte de sa propre vie. On ne va pas se substituer à ce que la personne sait de mieux de sa vie, c'est-à-dire elle-même, et surtout de son problème, du problème qui l'envahit. C'est donc elle ou lui l'auteur principal de sa vie. Et c'est elle qui est responsable et créatrice de sa vie. Et donc, et ça, le troisième point, on va le voir un petit peu en détail, ça demande aux praticiens une forme de double écoute du récit et du discours que le client ou le patient nous emmène. Et c'est ce qu'on appelle une écoute très engagée, parce que d'un côté, ben, il y a le récit du patient, il y a le récit de ce qu'il nous emmène, et alors très souvent au travers, en fait, il parle, le problème parle au travers des mots du patient. Donc ça rentre dans une oreille, et en même temps, l'autre oreille, il faut qu'elle soit attentive à tout ce qui justement euh, et un peu une forme de contre-histoire ou des éléments, des exemples qui dénotent un peu avec l'histoire du problème. Et c'est à ça que nous, en tant que praticiens narratifs, on est très attentifs. Alors, on va à la pêche à l'information aussi, hein, on va poser des questions en ce sens-là, mais malgré tout, ce que je peux remarquer en séance, c'est qu'une personne, elle vient, son problème parle à sa place, mais que parfois, il y a des petits éléments, ben, du coup, qui ne parlent pas du problème. Des petites exceptions, ce qu'on appelle des fines traces, des choses qui parlent d'autre chose. C'est Et c'est ça. là-dessus Et ça, c'est c'est là-dessus intéressant, qu'on va ces fines insister. traces. Ouais. Merci Christophe, je me permets juste de faire Vas-y, une vas-y, insiste sur la vas-y. fine trace parce qu'en fait, tout à l'heure, on va faire un exercice et vous serez actif sur ces fines traces parce que la première, on va dire, mission du praticien narratif, c'est quand on a quelqu'un, soit un accompagnement individuel, soit un accompagnement collectif, parce que il y a des coachs, des RH, des DRH, des formateurs qui sont formés aux pratiques narratives et ça permet de mieux accompagner. Et l'idée, c'est d'entendre ces fines traces. Et ça s'exerce. Parce que les gens sont englués dans leurs problèmes. On est englués dans nos problèmes quand on a un problème et on ne fait que parler du problème. Et du coup, ça nous fige et ça nous empêche de voir autre chose. Et là, le praticien narratif, eh ben, il va essayer de trouver ces fines traces pour ramener vers autre chose et vers des contre-histoires. Et donc, ces fines traces sont vraiment des éléments clés qui permettent aux praticiens narratifs, bah, on disait tout à l'heure sur le rivage, de ramener sur le rivage le patient client. Donc, la posture décentrée et influente, je pense que là, la démonstration était magistrale par Christophe. Merci de nous expliquer, de se dire, c'est Là, quoi? c'est On parle décentré pas pour de moi. l'instant. Là, c'est que décentré pour l'instant. Ok, on va voir sur le reste sur l'influence. Ouais. C'est pas double écoute. Là, c'est un petit exemple de comment ça peut se matérialiser une double écoute, hein. C'est un truc très basique, hein. On peut prendre une feuille, on partage la feuille en deux. On peut écrire des éléments liés au problème, hein, donc des éléments du discours qui sont saturés par le problème. Hein. Exemple, je suis perdu, j'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi, je suis nul, etc., etc. Et en même temps, il peut y avoir dans le discours soit de manière spontanée, soit à la suite d'une question qu'on peut poser, bah, des petites pépites, des petites exceptions, ce qu'on appelle justement des fines traces, et qui du coup doivent nous accrocher l'oreille, pas nous écorcher, mais nous accrocher l'oreille. Et exemple, voilà, ah mais oui, mais des fois j'essaie, ou je fais des efforts pour ceci. Ah oui, mais cette fois-ci, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, tout ce qui ne parle pas du problème, on le capte, on l'écrit aussi de l'autre côté de la feuille, et bien sûr, l'idée à la fin ou pendant la conversation, bah, c'est que notre colonne d'exception, de pépites, de fines traces, de choses qui ne parlent pas du problème soit plus remplie que que la partie saturée par le problème. Bien. Et Et puis après, comme on rebondit j'ai à là-dessus. cœur quand même de vous expliquer un peu comment les praticiens, praticiennes narratives travaillent, on va continuer sur la posture décentrée et influente et voir l'influent. Mais ça peut être un coach qui fait une séance de coaching avec un patient et qui utilise la pratique narrative. Ça peut être des exercices dans une formation. Ça peut être aussi, on en parlait, un DRH qui va mener des entretiens avec des questions Oui, puissantes. Et ces questions-là sont aussi des questions qui sont des questions narratives, c'est-à-dire bien qui sûr. nous emmènent ailleurs. Et Ben, donc, ces exceptions sont aussi des très bonnes questions pour emmener le client ailleurs. Donc, du type, ah, on clairement, n'innove plus. Et de se dire, mais ouais, je donne, quand est-ce que vous réussissiez à innover?
Ouais, je te donne un exemple, et parce que, alors, moi, c'est vrai que je parle beaucoup des patients, mais mon poste de cadre dans le management, en fait, me conduit aussi à utiliser les pratiques narratives. Et l'exemple très concret, c'est que mes entretiens annuels, je les fais sur un mode pratique narrative, en questionnement narratif. Euh, Quand il y a justement des problèmes qui sont emmenés ou qui parlent justement à travers mes collaborateurs, ben, l'idée du questionnement narratif, c'est OK d'accueillir bien sûr ça, parce que c'est important d'écouter aussi la vie des problèmes, hein, pour pas les nier, pour pas les minimiser, et en même temps d'aller explorer d'autres choses qui existent aussi et qui ne parlent pas que de ça, de manière à pouvoir un petit peu justement emmener la personne à se détacher du problème et à trouver des solutions éventuelles aux problèmes qu'il a évoqués. Donc ça marche aussi dans le management largement. Ainsi. Et donc cette posture décentrée, c'est un peu celle, pour prendre une métaphore, comme un journaliste qui fait de l'investigation. Donc, on est vraiment dans la curiosité, alors noble, hein, pas une curiosité malsaine, mais vraiment sans préjugés, sans idées préconçues, et d'aller à la pêche à l'information de comment et de comprendre comment la personne fait ce qu'elle fait, expérimente ce qu'elle expérimente, comment d'après elle le problème agit, comment elle résiste aussi au problème, comment elle relationne. Enfin, on va à la pêche à l'information de tout ce qui fait partie de l'univers de la personne qui est en face de nous, que ce soit un client, un patient, un collaborateur, etc. Et donc, voilà, des exemples de questions, des exemples d'intervention. Euh, t'as passé un truc là, non? Ah oui, Non, on voilà. passe directement. C'est donc, dis-moi, raconte-moi, comment est-ce que tu as fait ceci, ou qu'est-ce qui t'a permis de faire cela. Donc, avec ce genre de petites questions, on obtient des informations qui parlent justement de quelque chose de différent du problème. On est dans la posture de l'intervieweur, quoi, du journaliste d'investigation. Ok. Une posture influente maintenant. Ce que vous avez compris décentré grâce à Christophe, il a fait ça par étapes. Maintenant, la posture influente. Parce que qu'est-ce que c'est une posture influente? Ah, tu me poses la question? C'est une question rhétorique pour te permettre d'y répondre. Alors, mais d'ailleurs, c'est intéressant cette notion de posture influente. Pourquoi? Parce que très souvent, et surtout dans le milieu de l'accompagnement, on dit, ouah, il faut pas influencer le patient, il faut pas influencer le client parce qu'on a une posture de neutralité, etc., etc. Oui. Et en même temps, l'influence, de toute façon, on en fait tout le temps. Tout le temps. Rien que dans l'espace thérapeutique ou dans l'espace de coaching qui existe, l'influence du praticien vis-à-vis de son client ou de son patient, elle est de fait, rien que par justement les caractéristiques professionnelles de l'un et le pourquoi vient l'autre. Rien qu'avec ça, il y a déjà une forme d'influence qui existe. Après, comme je vous disais tout à l'heure, faire la vigilance du praticien, c'est de pas tomber dans le conseil ou dans le fait de plaquer son propre cadre de référence sur celui de son patient, de son client, etc. Donc, en pratique narrative, la posture influente, c'est qu'on va pas influencer le client ou le patient. On va, en revanche, choisir nos questions pour aller explorer, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la posture de l'intervieweur, là, ou du journaliste d'investigation, pour aller chercher des informations qui vont être utiles à un discours alternatif à celui du problème. C'est en ça qu'on est influent. En fait, on est influent dans nos questions. Et on va permettre aux clients de se décrire du coup plus richement que si le problème le décrivait, en fait. Parce que le problème, au contraire, ils appauvrissent. Vous voyez. Donc, Ce que la l'idée, posture c'est, influente veut oui, dire aussi, c'est de se dire, finalement, on sait où on veut aller, nous. Nous, on veut aller sur le rivage. On veut emmener le client sur le rivage, nos ouais, patients. Donc, c'est ça aussi on ne veut pas l'influencer de façon. Le mot influence est aussi un mot plusieurs sens, surtout à l'ère de l'influence où on est sur Instagram. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'on est influence parce qu'on sait là où on veut l'emmener et on veut l'emmener sur le rivage. c'est ça. Pour qu'ils puissent se raconter justement différemment. C'est un peu ça l'idée. Passe Et à donc, la suivante.
Ouais, Vraiment sur ton et histoire en plus fait, pour riche. faire ça, c'est ça, pour faire ça, en fait, on pose des questions. Alors, les pratiques narratives, et ça, c'est ça que j'ai adoré par rapport bah, toutes les autres cadres de référence que je pouvais utiliser jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, il y a, dans une conversation narrative, il y a 80% de questions, de questionnement. Et l'art de poser des questions, c'est dans cette pratique-là que je l'ai vraiment développé. Donc, d'ailleurs, il y a un praticien narratif de renom c'est un peu celui qui a emmené les pratiques narratives en France, Pierre Blanc-Sanoun, qui a écrit un bouquin justement sur l'art de poser les bonnes questions. Donc, voilà, l'art du questionnement et justement dans le but d'aller recréer des histoires alternatives, il est très très puissant dans les pratiques narratives. Et là aussi, Donc là, j'abonde parce que sur vas-y, des vas-y. sujets sensibles, parfois complexes, là, je me souviens, on a fait une soirée sur les violences faites aux femmes, aux enfants et aux hommes aussi. Et en fait, pour re-questionner des personnes qui ont connu ces difficultés et leur donner la parole, comment faire? Bah là, la pratique narrative, les pratiques narratives ont des questions très puissantes qui permettent de ne pas retraumatiser la personne. Et c'est ça aussi qui est formidable avec les pratiques narratives, c'est d'avoir des questions qui sont des questions ressources et qui font vraiment souvent les quelques secondes après la question où la personne se dit, ah ouais, je sais pas comment y répondre, et parfois la personne réfléchit. Bah, c'est ça aussi qu'on aime, c'est créer ce petit déclic de, à cette question, elle m'emmène ailleurs et ça me fait voir autre chose. Et c'est là où on donne l'histoire plus riche et aussi on honore ce que la personne fait. Alors c'est des concepts. Honorer la personne, c'est vrai aussi, mais c'est réel. C'est-à-dire que l'accompagnement narratif fait en sorte que la personne, elle va être vue, elle va se voir aussi sous différents angles, et notamment sous un autre angle que l'angle de problème. Hmm. Pour vous faire une image, vous devez prendre une image, c'est que l'intérêt du questionnement, surtout quand il va explorer justement les fines traces, hein, dont on va reparler là, c'est un peu comme si vous aviez comme vous alliez tirer un fil en fait, un fil que la personne ne voit pas encore et que la question va aller éclairer. Et quand justement les problèmes parfois ils prennent tellement de place que les personnes n'arrivent pas à les voir justement là où le problème n'existe pas parce que ça masque toute la place. Ben, avec une question, on va permettre à la personne d'aller sortir ce fil-là. Et derrière chaque question, potentiellement, il y a des univers qui existent. C'est-à-dire que quand on va tirer un fil de ce qu'une personne réussit à faire alors que le problème lui dit qu'il ne sait pas le faire, ben, potentiellement de là, on a toute une séance qui peut se matérialiser parce on a tiré un fil à un moment donné et qui raconte quelque chose de la personne, qui raconte quelque chose de ses ressources, qui raconte quelque chose de son pouvoir d'agir. Et en déroulant ce fil-là, tout au long d'une session, eh ben, la personne, juste parce qu'elle se raconte différemment, elle s'aperçoit à la fin que oui, il y a d'autres façons de pouvoir lutter contre le problème. Et c'est tout ça, c'est ça qui est super intéressant, c'est que derrière chaque question, il y a tout un univers qui existe. Avançons, si vous voulez bien. Donc, c'est ça, cette métaphore, parce que j'aimerais bien qu'on donne, le temps passe, et j'aimerais bien quand même qu'on passe à de l'exercice et puis vous donner la parole pour des Oui, tu as questions-réponses. raison, Ludo. Rapidement, Tu cette as slide, raison. Christophe. Je m'étale, je m'étale. Non, mais parce que tu es passionné, c'est ça qu'on aime C'est aussi. un peu ça, C'est c'est un bien. peu ça. Oui, donc alors une autre, oui, cette slide, c'est vraiment pour encore illustrer le fait qu'une personne, quand elle est envahie par son problème, si on prend la métaphore d'une maison, c'est un peu comme si elle vivait que dans une seule pièce de sa maison et elle est enfermée là-dedans. L'idée du questionnement narratif, c'est de lui permettre d'aller revisiter les autres pièces de sa maison intérieure, hein, vous avez compris le symbole, auxquelles elle n'avait plus forcément accès en termes de valeur, en termes d'espoir, de ses compétences, de ses succès passés, etc. Et l'idée, ben, justement, c'est qu'elle puisse être de réélargir un petit peu son champ des possibles, hein, son champ de navigation dans sa vie, pour que ça soit plus large qu'une unique pièce dans laquelle elle est enfermée, où il fait sombre et elle peut se sentir toute seule.
Très bien. Alors justement, maintenant qu'on a décomposé la posture décentrée et influente, on vous montre le cadran, qui est aussi un Ouais, le cadran résumé, essentiel ouais. à comprendre. Mm, C'est effectivement, vous avez compris, on peut être décentré et influent. C'est bien l'objectif des pratiques narratives, c'est-à-dire on ne parle pas de soi, c'est-à-dire on est décentré, c'est du patient, de la personne, du formé, du coaché, qu'il est question, et c'est pas de Ludovic Sabatier, c'est pas de Christophe. Ah, ça fait pas écho à mon histoire personnelle. On s'en fiche, on n'est pas là pour nous, on est là pour eux. Et influent parce qu'on sait où on veut aller. On sait qu'on veut aller sur le rivage, on veut aller explorer des territoires inexplorés, c'est-à-dire des choses qui sont peut-être des histoires dissonantes par rapport aux problèmes, des exceptions, des moments scintillants, des choses qui sont, on va dire, lumineuses par rapport aux problèmes. Ce qui n'empêche pas que parfois on va vraiment aller dans le problème. Il y a un processus qui s'appelle le processus d'externalisation, qui est mis en place les praticiennes et praticiens narratifs, où là on ne fait que parler du problème quand on a besoin et qu'on sent que c'est vraiment nécessaire. En tout cas, cette case décentrée influente, c'est là où on veut aller. Décentré non influent, vous avez compris, ça peut être le psy, tout à l'heure, il l'a dit Christophe. Décentré, non influent, l'accompagnement parle surtout de lui au client. Voilà. Et puis ensuite, centré influent. Il y a toutes ces postures. Nous, on se concentre sur décentré influent et ça change tout. C'est ça aussi les pratiques narratives. Et d'ailleurs, c'est là où on va passer à l'exercice. Je pense que là, on l'a résumé. Vous aurez les slides, vous pourrez revoir. Je pense que là, vous avez compris le topo. mm. Euh, Nous, on aimerait aujourd'hui vous donner un petit exercice là en live à faire sur la double écoute. Parce que pour nous, le niveau 1 des praticiens, praticiennes narratives, c'est d'écouter l'histoire du problème et en même temps être attentif aux fines traces. Vous avez compris, ces fines traces, eh ben, sont des éléments qui sont dissonants, qui sont pas par rapport au problème. Donc, un problème, c'est quoi? Ça peut être quelque chose qui, un bon problème pour un praticien narratif, ça peut être je suis timide, j'arrive pas à dépasser un stade de développement, ça peut être aussi on n'arrive plus à innover comme on l'a dit. Et ben là, le praticien narratif il va poser des questions puissantes qui vont permettre d'aller chercher ces fines traces, ces exceptions. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est que vous allez endosser ce rôle de praticien, praticienne narrative, et le praticien et la praticienne narrative écrivent des fines traces par rapport à ce qu'ils entendent. Donc, je vais endosser le rôle du coaché, en tout cas de celui qui est coaché, et Christophe va endosser le rôle du coach. Je vais vraiment, moi, être patient, en tout cas coaché, pardon, et Christophe va me poser des questions. Vous, votre boulot, ça va être d'identifier ces fines traces, ces exceptions. Donc, 5 minutes de conversation et vous allez, C'est vrai. vous, On fait après un 5 minutes, échantillon, hein. ouais, 5 minutes de fine trace entendue. C'est quoi une fine trace quand même? Juste pour bien savoir, c'est la suivante. Les fines traces, c'est ça. C'est des exceptions, des moments de résistance, des petits mots, des émotions, des signes. Mon visage peut être une fine trace. Le non-verbal, l'énergie. Donc tout ça n'est pas écrit, c'est du spontané, c'est du vivant. Donc je sais même pas quel problème. J'ai plein de problèmes, donc c'est bien, je vais en trouver un. Je sais pas encore de quel problème je vais vous parler. En tout cas, j'en ai. Et c'est aussi du vocabulaire ou c'est aussi des expressions, des lapsus, des silences ou des oh non, rien, qui peuvent guider le praticien narratif. Donc Christophe, je suis à toi, tout à toi, Oui. rien qu'à toi. Je ne vais penser que à Oh. mon problème. Et ça, je suis très fort pour ça parce que je suis un peu monomaniaque. Donc vous allez pouvoir entendre mes problèmes. Ben, si tu veux, pour la démo, là, pour les 5 minutes, est-ce que tu aurais plutôt un truc qui t'a agacé récemment, un truc avec lequel tu n'as pas été confortable et que voilà, tu t'es senti vraiment pas au top, quoi, dans les derniers jours, dernières semaines. Allez, un agacement. Mais j'en ai eu un hier soir, je vais partir là-dessus, cet agacement. Vas-y, vas-y. Donc, en fait, c'était une soirée à Marseille, une soirée où bah, justement CPME, c'est toutes les entreprises marseillaises qui sont présentes. Et en fait, Attends, Ludo, je te coupe parce qu'on a une demande pertinente. Est-ce que tu peux Oui, départager? Comme ça, on nous voit peut-être on vous en voit plus, mieux en comme plus ça grand. pour Ouais. l'exercice. j'étais déjà Voilà, tout dans mon problème, super. mais c'est bon, j'y reviens. Alors, du coup, tu étais à Marseille, tu dis? Oui, hier soir, soirée à Marseille, réseau d'entrepreneurs marseillais et tout le bassin sud. Et Hein. c'est ça, on va dire, mon irritation, mon problème, c'est que parfois,
je suis allé voir quelques personnes que je ne connaissais pas. Et donc, Ah, ça demande toujours aussi de l'élan d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas. Et en ah, fait, l'accueil des personnes que je ne connaissais pas, aux qui j'ai été me présenter, était parfois mitigé. Et je trouvais que ah c'était oui, dur de faire l'effort et de parfois se prendre un mur de la relation. Donc, c'est ça mon d'accord. agacement. C'est Ok. ça mon Et, agacement. et quand tu dis de faire l'effort d'aller dans la relation ou de démarrer la relation, c'est-à-dire que tu as déjà fait ça? Oui. Comment ça se passe Bah, pour ça toi fait. quand tu Pardon? fais ça? Comment ça se passe pour toi quand tu fais ça, quand tu vas au devant des gens pour faire connaissance avec eux? Mais pour moi, c'est aussi réussir à créer de la connexion. Donc, c'est un moment D'accord. en binôme, c'est aussi découvrir l'autre, c'est être curieux aussi de l'autre. Donc, c'est comment ça se passe. Bah, je prends mon courage à deux mains et puis j'essaye d'aller parler à l'autre. D'accord. Et c'est quoi qui est important pour toi dans le fait d'être curieux de l'autre et de rentrer en connexion avec lui ou avec elle? Derrière ça, il y a qu'est-ce que c'est quoi ton intention? Mon intention, c'est de découvrir. C'est de Ok. découvrir l'autre, qui il est, ce qu'elle est en fait. Et Mais c'est créer un moment. et, et dans ce contexte-là de réseau d'entrepreneurs, c'est dans quel but que tu souhaites découvrir l'autre? C'est à plusieurs buts. C'est à la fois un but de représentation, donc ça peut Mhm. être de se faire connaître. Enfin, je pense que dans des D'accord. métiers comme les nôtres, on a besoin de se faire connaître. Donc c'est ça. Donc il y a à la fois un but qui peut être un but commercial, à la fois un but aussi, je pense, je suis quand même, je pense, quelqu'un qui donne de l'importance à l'humain. Donc je me dis, bah, derrière le rôle donc là, derrière le rôle, je sais pas, la directrice de la CEPAC, la Caisse d'épargne, de la région, il y a aussi une Mhm. histoire. Donc j'ai envie de savoir aussi D'accord. cette histoire de cette personne. Donc c'est aussi ça Ok. qui m'anime pour aller les voir. Ouais. Tu as une expérience à me dire d'une rencontre particulièrement marquante que tu aurais faite dans ce cadre-là, toujours le cadre du réseautage ou quoi, et tu sais, un truc qui te reste en tête, que tu dis, waouh, là, ça a été une belle rencontre. Là, par exemple, la personne de la caisse d'épargne, tout le monde va aller ouvrir des Ouais. comptes, là, sans doute. Après, je fais de la pub gratos, mais il y avait aussi toutes les autres. Non. En fait, en tout cas, elle a été beaucoup. Enfin, ça a été une vraie rencontre. C'est-à-dire que la personne, on m'a dit, ah, c'est un tel, va la voir, elle est intéressante. Et effectivement, je sais pas, on s'est raconté des choses qui étaient profondes, tout en ayant ce rôle qu'on a à tenir, mais en même temps, un rôle. Qui était teinté aussi d'humanité et j'ai l'impression qu'on s'est raconté des histoires qui étaient des histoires fortes. Ok, dès la première rencontre. Ouais. Ah ouais. Enfin, oui. Alors après, oui. Après, Comment tu l'expliques, toi, que dès cette première rencontre, vous avez pu être déjà à ce niveau de relation? je pense que ça vient de l'ouverture. Je pense D'accord? aussi l'ouverture de la personne, peut-être aussi de mon approche. Peut-être à ce moment-là, j'étais dans une approche qui pouvait être plus, en tout cas, qui donne envie, ou en tout cas, je sais Ouais. pas, enfin, qui se dégage quelque chose à ce moment-là de moi de, de, d'une envie de connexion. D'accord. Tu l'as revue, cette dame, après, par la C'était suite? hier soir, hein, Ah bah oui, ah, ça c'était déjà. hier soir. D'accord. Alors, bah, du coup, ça m'intéresse parce que, admettons que je la vois, cette dame, et que je lui demande, je lui pose les mêmes questions qu'à toi. Qu'est-ce qu'elle me dirait de toi? Je lui dis, tiens, hier soir, vous avez rencontré Ludovic, qu'est-ce que vous pourriez me dire de son approche, de comment il est avec vous, etc. Je pense qu'elle se souviendra de ce moment parce que finalement, on a réussi en quelques minutes dans un pince-fesse. Enfin, après, il y a souvent des gens qui restent en surface à avoir une discussion qui était courte, mais qui était, je Ah, pense, qui nous fait cheminer. En fait, on a parlé plein de choses, d'innovation, de grosses boîtes, de petites boîtes, mais qui étaient donc, je pense qu'elle s'est dit, ah bah tiens, en 5-10 minutes, j'ai l'impression de savoir un peu qui il est, et puis j'ai l'impression d'avoir aussi vos chapitres, et ça nous a fait avancer dans notre compréhension du monde quand même, alors à petite échelle, hein, mais un petit pas, quoi. oui, bien sûr. Restons humble, bien sûr, bien sûr. Ok, intéressant. Et ça, est-ce qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui, voilà, on va dire, qui sait ça qui connaît ça de toi, que tu as cette disposition à rentrer et être curieux de l'autre quand tu es en
comme ça en représentation, dans des réseautages comme ça. Je sais pas si les gens savent ça dans le réseautage, mais en tout cas, je pense à une amie, Maud, qui est journaliste et qui, je pense, on en a beaucoup parlé, c'est ça de moi, oui. Et parce Ah bon? qu'elle a ça aussi, sans doute. Enfin, en tout cas, Hmm. elle aime cette curiosité. Peut-être une D'accord. curiosité Il y occulte. aurait autre chose que la curiosité qui t'anime dans ces moments-là? Tout à l'heure, tu Je m'as dit de la dirais découverte de sincérité, en l'autre. fait. C'est-à-dire, c'est sincérité, c'est C'est-à-dire? peut-être tomber le masque aussi à un moment. Donc, Ah, d'accord. se dire, Pourquoi? ah, C'est quoi qui est important pour toi dans le fait de tomber le masque dans des moments comme ça? en fait, si on reste dans une posture, pour le coup, masque, mon poste, c'est ça, en fait, on se coupe de rencontre. Et du coup, c'est aussi réussir Hmm. à tomber le masque pour dire qui on est réellement, en fait, ça permet de la D'accord. connexion. OK. Et ça, tu l'as déjà, bon, à part avec cette dame de la caisse d'épargne, mais tu l'as déjà expérimenté, le fait d'être complètement toi-même et de voir un peu, je sais pas à quoi ça t'a amené. Alors, complètement, oui, je pense que dans des contextes comme ça, je sais pas si on peut être complètement soi-même, mais en tout cas, c'est tomber le masque pour oser dire qui on est réellement et espérer Ouais. que l'autre puisse le dire aussi. Et quand tu... Donc ça, j'essaie de l'expérimenter le plus souvent possible. Hmm. Mais mon agacement, c'est quand même que bah on peut le faire qu'avec des gens qui sont d'accord, quoi. C'est dur de faire tomber le masque à des gens qui veulent pas le tomber. Ok. Mais est-ce que ça dépend de toi? Non, ça dépend pas de moi, clairement. Ok. Ok. On peut arrêter là? Ah bah Ah oui, oui, ça fait 7 on minutes. a fait plus de Merci. 5 minutes. Ouais. Bah nous, on est parti, hein, il fallait nous arrêter, hein. Non, on parcourt 1 heure là. Alors, je voyais en plus le visage réjoui d'Aline qui se marrait quand je parlais. Alors, dites-nous toutes les fines traces que vous avez Alors, pu repérer. ouais. Donc, alors, on peut le faire à deux modes. Soit vous le faites dans le chat, soit si c'est OK pour vous de prendre la parole, bah, vous démutez et vous pouvez partager en live, hein. Ouais. Je pense que vous pouvez faire les deux. Ou en tout cas, c'est bien d'entendre quelques personnes. C'est intéressant aussi de vous donner la parole. Donc, je vois qu'il y a certaines personnes, fait l'effort, qui mettent dans la conversation, n'hésitez pas. Et puis, s'il y a une ou deux personnes qui veulent prendre la parole, levez la main, on vous la donne. Euh, Oui, Viviane. oui, une chose que j'ai remarquée, que je peux partager, c'est ce moment où tu parlais de ton agacement et en même temps tu riais. Ça m'a interpellé la cohérence entre le rire et il y a quelque chose à questionner là sur la situation, Et la mise en situation. Je trouvais ça m'a intéressant. interpellé. Ouais, 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 c'est effectivement, ça dénote et là, on peut questionner sur le rire lui-même. Qu'est-ce que ce sourire, ouais, qu'est-ce que ce rire dit de ce que tu es en train de vivre, par exemple? Mm. Dans le chat, effectivement, j'ai vu Noémie. Quand tu dis, Noémie, je me permets le tutoiement. On est Oui, entre nous, hein. oui. Donc, l'air désabusé, le geste de recul. Donc, ça, c'est effectivement une suite de traces, mais si on s'intéresse à ce que ça veut dire derrière. Mhm. C'est-à-dire que l'air désabusé, peut-être c'est le problème qui s'exprime comme ça, mais du coup, d'aller questionner, OK, si tu devais avoir, admettons, je dis que ça comme ça, quel serait ton air si justement le problème n'était pas là? Comment tu serais? Quelle serait ton attitude, ta posture quand tu n'es pas face à des personnes comme ça? Tu vois, c'est Mhm. d'aller vraiment chercher. Voilà, c'est un autre concept des pratiques narratives, ce qu'on appelle l'absent mais implicite. C'est-à-dire Mhm. qu'est-ce qui n'est pas là, mais qui quand même est signifiant dans l'histoire de Ludo. Mhm. Rien d'autre. Ouais. Bah, super, merci. Lever le sourcil. Alors ça, non, ça c'est Oui, c'est Ludo. vrai. Ludo, Je c'est suis très un fort. roi des sourcils. Il, C'est vrai, je suis très fort il dans est le mais lever de tout le temps. sourcil. Je donne mon corps à la science. Mon lever de Oui, c'est sourcil ça, est c'est ça. spectaculaire. Tu dois avoir un muscle ici qui doit être hyper musclé, hyper développé. C'est vrai. Mais on peut aussi rebondir là-dessus, hein, blague à part, on peut absolument rebondir là-dessus. Ok, bah, c'est super. On va pas forcément rentrer trop parce qu'il nous reste peu de temps pour les questions-réponses. Mais oui, le sourire, ouais, ouais, tout est questionnable. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette pratique, c'est que tout est matière à questionnement, avec toujours l'intention d'aller
explorer autre chose que ce que le problème veut nous raconter. Et c'est ça qui est vraiment et qui demande un peu d'entraînement quand même. Ça se fait pas comme ça quoi. C'est pas. Alors pour les accompagnants, il y a déjà un peu cette connexion à des choses qui ne se voient pas enfin qui ne sont pas forcément dites. Mais voilà, la posture du praticien narratif, ça demande un entraînement. Effectivement, Euh, ouais. Bravo, vous avez réussi déjà à ouais, identifier ces fines traces, et c'est le premier rôle du praticien narratif, de la praticienne narrative pour après emmener ailleurs. Et vous avez bien compris que c'était épaissir les histoires un peu dissonantes, en tout cas des contre-histoires, de se dire ah je me prends que des vents ou je me prends que des murs dans des soirées réseau. Bah non, il n'y a pas forcément que ça. Et donc là, c'est vrai que le patient, le coaché se dit bah finalement, je suis pas que un nul qui arrête pas de me prendre des râteaux dans les soirées. J'arrive aussi à voir autre chose. Donc, grâce à Christophe, ça permet en quelques minutes de le comprendre. Euh, et donc, c'est bien ce protocole-là de fine trace, puis après, d'épaissir les histoires, on va dire, qui sont des histoires alternatives. Le métier de praticien narratif. On avance, Christophe, sur, en ouais, fait, on va aller très rapidement. En fait, celui-là, c'est vraiment pour vous montrer l'ensemble des concepts qu'on peut aborder dans les pratiques narratives. Je vais pas m'attarder sur chacun d'entre eux parce que ça demanderait trop de temps. Mais en gros, là, aujourd'hui, on est allé sur les fines traces et les exceptions. Vous voyez, ce qui est un peu l'île qui est en bas à gauche. Donc, c'est du questionnement sur sur ce territoire-là. Mais on a plein d'autres îles à explorer. L'accent mais implicite, la AMI à droite, je vous en ai parlé, j'en ai parlé avec toi, Noémie. Donc, vous voyez, c'est encore tout un module en fait qui existe dans la formation qui permet d'aller explorer ce concept-là. Et donc, vous avez tout le reste qu'on explore durant toute la formation. Et donc, cette richesse des pratiques narratives, d'ailleurs, L'Arbre de vie, je vous encourage aussi à lire le livre de Dina Scherer, qui est un best-seller, qui fonctionne très bien. Ce sont des outils qui sont à disposition des accompagnateurs. La déconstruction, on en parlait tout à l'heure avec Jacques Derrida, les cérémonies définitionnelles, et elles peuvent prendre et s'incarner du type de façon très facile. C'est-à-dire que la cérémonie définitionnelle, certains le font sans le savoir. C'est-à-dire que les post-it, quand on se donne des qualités sur des post-it en disant, bon, tout le monde va coller un post-it pour Christophe pour dire quel type d'animateur il est. Ben ça, c'est déjà une cérémonie définitionnelle. C'est Barbara Meyerhoff qui en a parlé la première. Et on va le voir en détail dans les pratiques narratives pour après permettre aussi de redéployer ces exercices avec des accompagnés en tout genre. Et puis, donc vous l'avez compris, notre parcours pratique narratif, il est proposé à Toulon, à Paris et à Lyon. Nous, on est les représentants de Toulon, on a la chance d'être dans le Bastion Sud. C'est un dispositif qui est éligible au CPF. Donc ça montre aussi le professionnalisme parce que il fait partie d'un bloc de compétences finalement du diplôme du RNCP. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent bien Calliope et le dispositif France Compétences, mais ça montre aussi le professionnalisme d'Idéalis. Donc, vous pouvez mobiliser votre CPF sur ces journées. Il y en a 12 qui sont quand même bien répartis dans l'année pour faire en sorte qu'il y ait une montée en puissance de cette posture de praticien, praticienne narrative. Et les inscriptions sont ouvertes. Il y a seulement 10 places et l'inscription doit se faire avant le 30 juin. Et comme Idealis pratique aussi des tarifs différents en fonction de votre statut, on vous a mis les tarifs. Euh, et pour le coup, vous verrez, la richesse des pratiques narratives justifie aussi cette durée de 12 jours. Question, c'est maintenant, c'est vous. Ouais, On tu avait peux une slide d'ailleurs, je départager, crois, comme ça question.